Je vais laisser maintenant la parole au professeur Fleischer, qui va nous faire voyager également peut-être un peu plus loin. Donc, le professeur Fleischer est chirurgien thoracique au CHU. Donc, il a la chance de voyager notamment dans nos cages thoraciques, mais aussi un peu plus géographiquement dans le cadre de partenariats avec Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna. Il est également membre de la chaîne de l'Espoir et fait donc des voyages plus humanitaires dans ce cadre-là, en Jordanie et au Mali. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci Julien. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs, organisatrices aussi, notamment Karine, de m'avoir demandé d'intervenir à ce bel événement, qui je pense est déjà une réussite. Alors, j'avais dit oui, et puis quand il a fallu vraiment faire la présentation, je me suis dit, oulala, dans quoi je me suis engagé? Donc je vais essayer de vous faire voyager donc, pendant un petit quart d'heure, 20 minutes sur une vision. Alors déjà, hier soir, j'ai changé le titre, je suis désolé. C'était formé, j'ai dit, je vais mettre se former parce que je pense que ça a été dit par mon prédécesseur, par Loïc. Quand vous vous formez, vous vous modifiez, ça va vous impacter et vous n'allez plus être le même. Donc je pense que c'est se former, voilà. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt, on nous demande maintenant de dire dans les congrès sur des conflits d'intérêt, donc j'ai aucun contrat avec l'industrie. Et tout ce que je vais vous dire, c'est juste mon opinion. C'est discuté et tout à fait discutable, et sûrement qu'on aura à la fin du topo l'occasion d'en discuter. Alors, qui je suis d'abord, parce qu'on ne se connaît pas, donc, je vais le faire à l'oral, parce que j'avais pas envie de faire un catalogue. Donc moi, je m'appelle Aaron Fleischer, alors on m'a mis explorateur, je ne suis pas vraiment explorateur. Qui je vais dire que je suis un peu le dernier des Mohicans. Je suis pas très vieux, j'ai bientôt avoir 49 ans, 50 ans, mais je suis de l'ancienne génération. Je suis de l'ancienne école. J'ai commencé médecine à 17 ans en 1992, on faisait des dissections sur cadavres. Avant de passer le concours, hein. Même si vous ne l'aviez pas, vous aviez fait les dissections quand même. Ça vous donne, voilà, ce qui maintenant est très... Vous voyez, on ne fait plus de dissection sur cadavre quasiment, c'est très compliqué. Médecine générale, c'était 4 semestres. 2 ans, vous étiez généraliste. Il y avait un concours qui s'appelait concours d'internat qui n'était pas obligatoire. Et dans ma faculté de médecine, les 2/3 des étudiants ne passaient pas le concours de l'internat. Et j'ai fait 2 ans de chirurgie générale. 1 an d'ortho, 1 an de dige. Voilà. Donc je suis, et peut-être que cette formation, parce qu'on parle de formation et de pédagogie, cette formation, je pense qu'elle m'a beaucoup impacté, avec la nécessité d'aller voir ailleurs, le service militaire, je vais vous en reparler, service militaire, service national, mon orthopédie qu'il fallait que je fasse, j'ai été la faire à Tahiti, en Polynésie, j'ai découvert le Pacifique, il fallait que je fasse un stage de recherche, un master, j'ai été le faire aux États-Unis dans le Montana, ou dans un endroit très, on va dire, très nature. Et tout ça, ça m'a impacté à une période entre 20 et 30 ans, 25 ans. Donc voilà, mon cursus, c'est celui-là. Et ce qui fait que je pense que ça m'a donné envie après de continuer dans ce sens. Alors dans le titre, il y avait le bout du monde. Alors je me dis, mais c'est quoi le bout du monde? C'est Wallis et Futuna. Alors, Wallis et Futuna, oui, c'est le bout du monde. Il n'y a pas plus loin. Il n'y a pas plus loin de la métropole. Géographiquement, il n'y a pas plus loin. Même la Terre Adélie, c'est plus près. C'est ça le bout du monde. Mais ça peut être aussi d'aller former à l'autre bout du département, dans un endroit un peu isolé quand même, où on n'a pas les mêmes moyens qu'au CHU de Rennes. C'est à réfléchir. Qu'est-ce qu'on appelle le bout du monde? Moi, je crois que c'est simplement sortir de son espace et de sa zone de confort. Alors, je ne vais pas faire de politique, ou je ne vais pas dire que le service national, c'était très bien, hein, j'aurais peut-être pas dû mettre ça comme titre, mais je dirais plus, il y a peut-être cette notion de voyage initiatique. Je crois que ça a été un point de bascule pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu aller à Kerguelen. Bon, c'est comme ça, depuis tout petit, je voulais aller à Kerguelen, et je ne saurais pas vous dire pourquoi. Et donc, l'objectif pour moi, c'était de faire mon service militaire dans les terres australes et antarctiques françaises pour aller à Kerguelen. Et je suis parti, j'étais interne, hein, on avait le droit de partir, il fallait faire 1 an de chirurgie, donc j'ai 1 an de chirurgie. Hein. J'étais médecin sur ce bateau qui s'appelle le Marion Dufresne, 160 passagers à bord.
tout seul évidemment, il n'y a pas d'infirmier, il n'y a pas d'infirmière, il était tout seul. Et voilà, alors j'avais commencé, j'en rigole maintenant, parce que je m'étais dit, mais si j'ai un accident, comment je vais faire tout ça? Il y avait un petit bloc opératoire et tout ça. Hein. Et par exemple, j'avais fait une formation, je m'en souviens, il n'y avait pas de e-learning, il n'y avait rien. J'avais fait une formation, on avait simulé sur le bateau, on avait du temps, hein, le voyage était loin. J'avais simulé quelqu'un qui tombait dans une cale, qui était blessé, et il fallait la ramener à l'hôpital. Comment on faisait à bord du bateau, avec le second capitaine, etc. Bon. Peut-être que j'aimais bien, voilà, un peu la formation. Et puis on nous avait déposé sur une île qui s'appelle l'île Saint-Paul, je vous encourage à aller voir sur Internet, 3 mois, donc on a été déposé en hélico, on était 4, puis ils sont venus nous chercher 3 mois plus tard. Et j'étais le médecin, il fallait un médecin, donc j'étais médecin de l'île. Alors pour la petite histoire, puisque c'est le CESU quand même, quand je partais pas sur mon bateau, je travaillais aux urgences et au SMUR, à l'île de la Réunion. Bon. Donc voilà, peut-être cette notion de voyage initiatique. Là j'ai 24-25 ans, et je dis waouh. Et on se confronte aussi à plein de choses et à un état d'esprit. C'est-à-dire que, je vais y revenir, il y a partir, et puis il y a aussi être confronté à des difficultés et à l'envers du décor. Mais je vais y revenir. Alors former. Alors bon, après, bien sûr, les années ont passé. Une dualité, parce qu'en même temps, je choisis de faire une chirurgie extrêmement technique. Il n'y a pas plus hospitalier, quoi. Il n'y a pas plus lourd. Moi, c'est que de la réanimation, des malades extrêmement... je choisis de faire une spécialité extrêmement lourde et en même temps, j'ai un profil plutôt de chirurgien général et de baroudeur. Donc c'est cette dualité qui n'est pas facile à mener des fois dans la vie, qui me condamne, entre guillemets, à être en CHU hyper pointu, hyper spécialisé et d'avoir un état d'esprit peut-être très différent. Et donc, par le cursus dont je vous ai déjà un petit peu parlé, je me suis engagé à dire tiens, j'irai bien ailleurs, aider, donner un coup de main. Et je me suis engagé auprès de la chaîne de l'espoir. Je ne suis pas celui qui fait le plus de missions humanitaires, hein. J'en ai fait 6, oui, c'est pas non plus... je sais pas. Et ma dernière mission, c'était en 2021, donc je ne pars pas tous les 15 jours. Hein. Mais je vais vous montrer des exemples de formations un peu différentes. Quand il y avait la guerre civile en Syrie, je suis parti plusieurs fois en Jordanie, à Amman, où on devait opérer des Syriens, des enfants syriens. C'est les photos que je vous ai mis là pour illustrer mes propos. Là, on a une formation qui est assez réduite. On devait former quand même des IAD et des IBOD qui ne faisaient pas de chirurgie cardiaque dans l'hôpital où on était, mais on venait en équipe complète et l'objectif était essentiellement d'opérer. J'aime pas trop le terme, mais il y avait un côté rentabilité. Il fallait opérer un maximum d'enfants et de jeunes adultes dans le temps imparti. Donc là, la formation, il fallait quand même, encore une fois, former quelques paramédicaux, mais ce n'était pas, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre de ce type de mission humanitaire. Il y en a une autre, au Mali, où j'ai également été à plusieurs reprises. Au Mali, à Bamako, on a ouvert en 2018 la chirurgie cardiaque dans le pays. Donc la chirurgie cardiaque n'existait pas au Mali avant 2018. Il n'y en a pas. Vous mourrez, c'est tout. Et là, il faut, sur plusieurs années, hein, ça a pris 4-5 ans, et évidemment maintenant, ça devient très compliqué, mais il a construit un bâtiment, hein, et puis formé toute une équipe. Et ça, c'était assez passionnant, c'est-à-dire que, vous voyez la photo là où je suis, il y a 3 chirurgiens à former, mais il faut former les anesthésistes, il faut former des infirmiers de bloc opératoire, il faut former des IAD, il faut former des aides-soignants, il faut former la réanimation, il faut former l'hospitalisation. Il y a toute la chaîne à former. Et donc ça prend du temps, avec des missions itératives. Donc là, l'objectif, ce n'est pas d'opérer le plus possible, c'est de les amener à l'autonomie et de créer cette filière. Avec des cours qu'on faisait... plutôt le soir, en fin d'après-midi, à la craie, au tableau, sur voilà, des topos, etc. Et il faut vous adapter, je vais y revenir, aux outils dont vous disposez et aux moyens locaux, parce que la formation que je fais, par exemple, à l'école IBOD ici du CHU de Rennes sur la chirurgie cardiaque, c'est pas du tout la même que je leur ai fait à eux. C'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes pathologies, etc. C'est pas non plus facile de former dans ces conditions, notamment dans ma spécialité. Dans ma spécialité, on est chronométré. J'opère avec j'ai presque envie de dire un pistolet sur la tempe, mais j'opère avec le chronomètre. Je ne peux pas rester clampé toute la journée, je veux dire. C'est pas possible, sinon le cœur, il va plus repartir. Le cœur arrêté, voilà. Donc déjà,
Ici, en France, quand j'ai des internes ou des chefs de clinique, des jeunes informés, il y a le chronomètre et on n'a pas les mêmes malades. Hein. J'ai des malades, j'ai des bons cœurs en France. Les gens sont suivis, ils voient tous un cardiologue, etc. Là-bas, j'ai des malades particulièrement graves, avec des cœurs, je vous ai mis quelques radios, bon, c'est des cœurs qu'on greffera ici, quoi. Des gens, des jeunes chirurgiens en formation que je ne connais pas très bien, et je n'ai pas de filet. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de plaquettes, il n'y a pas de PFC, il n'y a pas de filet, il n'y a pas de cell saver. Donc vous voyez, et là il faut les former sur des malades particulièrement lourds et difficiles, où on ne peut pas rester clampé trop longtemps. Vous voyez, et là il faut avoir l'état d'esprit. Hein. Je crois qu'il faut que j'appuie 2 fois, on m'a dit. Ah, il y a le son. Bah, désolé pour le son. Ça, c'est pour vous donner aussi, on pourra en discuter. Vous voyez, tout était tout neuf, hein, 2018, on est en 2019, là où je ne sais plus quand j'y suis. Et puis bon, les canalisations pètent. Il y a une énorme fuite dans le bloc opératoire qui est tout neuf, tout construit. Hein. Bon. Et là, on me dit, on va fermer le bloc, puisqu'il faut faire des prélèvements d'eau dans les robinets, parce qu'il faut voir si c'est pas infecté, avec l'hygiène, etc. On commence à appeler la maison. Je dis non. Parce que là, si on fait ça, on est mort. Je veux dire, moi, on est là 10-15 jours, ça dépend des... Je veux dire, c'est pas possible. Donc, on met un coup de javel, et puis on rentre le malade. Parce que sinon, si on... Les normes européennes, machin truc, c'est complètement pas adapté. Quand vous arrivez, il y a 4000 malades en attente. 4000. En fait, 1 par jour. Si vous commencez à dire on va faire des prélèvements de machin de sol et puis on va en bactériaux, non mais à ce moment-là, on ferme quoi. Et puis il y a l'autre revers de la médaille, c'est souvent des pays, je vous ai mis un peu l'ambiance là, vous voyez, de la ville, là, on est en voiture, on filme. C'est est-ce que ça a du sens, et c'est des reproches qui m'ont été faits par d'autres, par des professionnels, par des collègues, etc. Est-ce que ça a du sens d'aller former et créer de la chirurgie cardiaque dans ces pays, dans des destinations où parfois il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'égout, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... Voilà, cette dualité entre aller former, est-ce que c'est la bonne formation au bon moment, au bon endroit? Est-ce que c'est adapté de faire ça? On pourra en discuter. Moi, je pense que ça dépend à quel échelon on se passe, mais les quelques enfants ou jeunes adultes qu'on a opérés, je pense que ils vous diront que oui, mais bon. Voilà, donc des objectifs différents selon les destinations. Je vous ai mis 2 cas. La Jordanie, formation certes, mais relativement restreinte. On avait formé aussi des cardiologues, mais un minimum. Et l'autre, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, c'est une formation extrêmement vaste, qu'on fait à plusieurs, répétée, etc. Alors certes, il y a l'étranger, mais il y a aussi l'outre-mer. Et moi, j'aime beaucoup l'outre-mer. Je pense que ça fait aussi partie de la France et c'est un peu délaissé et méconnu, je trouve. Et parfois même, on peut dire, un peu maltraité. Bon, bref. Alors, je vais vous donner 2 exemples de formations qu'on a mis en place et où c'est un peu gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. C'est Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'Atlantique Nord, à peu près 6 000 habitants, 5 500 habitants. Et on a fait un partenariat avec ce territoire géographiquement isolé, on va dire, très loin de la métropole, très difficile d'accès. Saint-Pierre, ça fait 5-6 km, bon, Miquelon un peu plus. Et vous voyez, on envoie des jeunes en formation là-bas. Donc on envoie 3 externes par an, 3 mois. Depuis novembre, on envoie des internes de médecine générale, avec l'aide du docteur Anthony Chaperon. Et je suis persuadé qu'on peut former dans ces territoires isolés. Et ils voient une autre médecine. Encore une fois, tous nos jeunes en formation ont la vision des CHU métropolitains, mais tout le monde ne sera pas en CHU, tout le monde ne sera pas en métropole. N'oublions pas notre outre-mer. Et c'est une autre médecine, c'est une autre approche, c'est une autre vision. Et c'est aussi notre population. C'est des territoires où il y a un seul chirurgien. Il y a 10 médecins, hein. Il y a un chirurgien général, puisqu'il peut, un anesthésiste, un radiologue, un biologiste, c'est tout. La dernière fois que j'y suis allé, enfin pas la dernière fois, mais il y a eu un accident d'hélicoptère, un mort, l'autre, voilà. Je me suis retrouvé avec le chirurgien local à opérer la nuit, voilà. Donc il faut avoir il faut sortir de sa zone de confort. Vous allez faire des choses où, voilà. L'autre, avec lequel on a un partenariat, on a complètement changé, là on est dans le Pacifique Sud. On a monté un partenariat avec, j'ai monté un partenariat avec Wallis et Futuna, 13 000 habitants. Et là, on est très très loin.
Autant Saint-Pierre-et-Miquelon, vous avez Terre-Neuve à 40 km, vous voyez le Canada. Donc les Vassanes, l'évacuation sanitaire, en 2 heures, vous êtes passé, il y a quand même du renfort possible, mais c'est l'étranger, c'est le Canada, et c'est pas le Canada francophone. Autant Wallis et Futuna, là vous allez être très très loin, c'est Nouméa, et Nouméa c'est 5 heures de vol, quoi. Et il y a un lit de réanimation. Donc, et je pense que c'est intéressant d'aller voir là-bas, parce que c'est une autre médecine, c'est une autre approche, c'est une autre façon de voir les choses. En logistique, en produits sanguins, des exemples pour vous, mais vous voyez, à Futuna, par exemple, bon, là, à Futuna, il n'y a plus de vol à partir de 16 heures, il y a juste un petit coucou qui fait la jonction entre les deux, parce qu'il y a quand même 250 km entre les deux. S'il y a un accident de voiture le soir à Futuna, il n'y a pas de chirurgien, voilà. Il n'y a pas de sang, donc ils ont repéré les O-neg sur l'île avec les adresses. On sait où il y a du O négatif dans. Voilà, c'est une autre vision des choses, mais c'est extrêmement riche et enrichissant. Et c'est aussi de la médecine, c'est aussi en 2023 et c'est aussi dans notre pays. Se former aussi. Je suis parti là quand il y avait le Covid là aux Antilles. J'avais répondu à l'appel là de la réserve des ARS et j'ai mis le petit dessin là où je me suis transformé aussi en médecin. C'est-à-dire que voilà, il faut être un peu couteau suisse, mais il faut aimer ça aussi, hein, être couteau suisse. Ça veut dire que là, on nous avait donné des protocoles de traitement de Covid, quand est-ce qu'il fallait mettre les corticoïdes, quand est-ce qu'il fallait mettre les antibiotiques, quand est-ce qu'il fallait donner les anticorps, etc. Et moi, donc on avait des PowerPoint, on a été formés, on nous avait donné des protocoles, et moi qui suis chirurgien cardiaque, PUPH, ICU, je me suis retrouvé à faire la visite, et puis à faire les Covid, et j'y connaissais plus grand-chose, ou pas grand-chose. Et donc c'est aussi se former. C'est un voyage, mais là, j'ai envie de dire que c'est plutôt moi qui me suis reformé à une certaine forme de médecine. Alors il y a des avantages évidents. Alors il y a une impression d'utilité qui va être extrêmement forte. C'est la phrase d'Alain Deloche que j'aime bien et qui est répétée souvent. Il dit « Ici en France, on soigne, là-bas, on se sauve ». C'est assez vrai. Hier, on a pris en charge un patient de 96 ans dans le service pour la cardiologie, qui est bien, qui est autonome à son domicile, qui est vraiment bien, hein, il faut le faire. Et là-bas, on va se... Voilà, donc c'est évident quand vous êtes là-bas que vous faites des choses. L'utilité, elle est évidente, elle est flagrante. Il n'y a pas de dilution. C'est pas noyé dans des arcanes administratives. C'est de l'adrénaline en barre. Vous montez dans l'avion, ces voyages-là, c'est de l'adrénaline en barre. Ça va être 10 jours, wow, énorme. Il y a le côté exotique, voyage. Je l'ai mis dans les avantages, on est en petits groupes. Souvent, on est 3-4, on est 8, voilà. Ambiance, on part en mer, quoi, équipage de bateau. Quand la sauce prend, extraordinaire. Extraordinaire. On est les uns les autres, on a besoin les uns des autres. On est ensemble, on bouffe ensemble, on vit ensemble, on se déplace ensemble. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes rapports que ce qu'on a à l'hôpital. Évidemment, c'est valorisant pour votre famille, vos amis. Là, vous me demandez de venir parler de ce genre de choses. Moi, je dis, ouais, c'est bien ce que je fais et tout. Il y a une valorisation évidente. Surtout quand on revient, ça permet de se dire que on n'est pas si mal. Franchement. Hein. Et pourtant, je râle beaucoup. Hein, et je suis un gros râleur. Hein. Et puis, c'est satisfaisant parce que, voilà, on voit que les personnes à qui on délivre l'enseignement progressent et on voit que c'est utile. Mais il y a la face sombre de ces voyages, de cette formation ou d'aller loin comme ça, il y a la face sombre. Parfois, c'est difficile de revenir à plusieurs niveaux. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis en Jordanie, je dois partir, j'ai une petite qui va mal, en réa. Très mal. Très mal. Si on part, probabilité de décès extrêmement élevée. On va laisser cette petite très compliquée à des gens qui n'ont pas la compétence. Et la famille me dit, ne partez pas, restez. Sauf que moi, le lendemain matin, j'ai mon avion, j'ai les consultes, j'ai ma femme, j'ai 3 enfants, j'ai un programme opératoire, j'ai toute une équipe qui m'attend. Un exemple.
Vous allez vous faire plaisir, vous, si vous avez cet état d'esprit-là, mais attention à votre famille, attention à vos proches, attention à vos équipes. Quand vous partez comme ça, dans ces pays dont certains sont instables quand même, je vais vous donner des exemples. Quand vous arrivez, on vous donne une somme d'argent dans une enveloppe, une grosse somme d'argent dans une enveloppe, que vous devez avoir sur vous et que vous rendez à la fin du séjour. Parce que s'il y a un souci, prise d'otage, problème, il faut que vous ayez des sous sur vous. Quand vous remplissez les papiers pour partir, on vous demande des signes de vie, des preuves de vie. On va vous dire, donnez-nous une question où il n'y a que vous, il n'y a que votre femme qui peut répondre. Pour être sûr que si... Vous voyez, ce genre de choses, et ça refroidit, hein. Donc il faut trouver le juste milieu. Si vous n'avez pas l'état d'esprit, il ne faut pas y aller. Parce que vous allez être tracassé, vous allez avoir mal au ventre, vous allez avoir le feu à la maison. Donc il ne faut pas que ce soit une fuite en avant. Il ne faut pas se forcer. Je l'avais mis dans les avantages, je le mets dans les inconvénients. Le petit groupe là, qui est super quand tout se passe bien, eh bien, s'il y en a un ou deux qui commencent à pas aller bien, ça devient vite compliqué. Il y a des décisions à prendre difficiles, notamment sur la sélection des malades. Vous n'avez pas à pouvoir opérer tous les malades, et on va vous les montrer. Il y a un petit côté, il faut sélectionner les patients que vous allez pouvoir opérer. Et parfois c'est moche. Non, celui-là, non, il est trop grave. Celui-là, il n'est pas assez grave. Ah, celui-là est bien. Tiens, on va prendre celui-là. Celui-là est bien. Voilà. Vous voyez? Alors, je caricature un peu, mais voilà, quoi. On sait très bien que celui que vous n'avez pas pris, voilà. Hein. Et ça, vous n'avez pas beaucoup de monde pour le partager, quoi. Ce choix. Il n'y a pas de filtre. Vous prenez tout dans la gueule. Les choses super et les râteaux aussi. Voilà, puis vous pouvez découvrir des choses un peu étonnantes sur le plan géopolitique, diplomatie, enfin bref, je ne sais pas s'il faut me parler. Bon. Il faut savoir aussi, voilà, donc quand on part, il faut savoir changer d'état d'esprit. Il faut en avoir envie, pour aller voir ailleurs, je pense quand même qu'il ne faut pas avoir le feu à la maison. Voilà. L'idéal, c'est de former des équipes plutôt que des individus, parce que si tout repose sur une personne, ben, c'est compliqué. Il faut vous adapter à ce dont ils ont besoin et ce qu'ils réclament. Qu'est-ce qui va être utile? Ce n'est pas forcément qu'ils sachent faire un switch, ils n'en auront jamais l'utilité. Par contre, il faut qu'ils sachent fermer une CIA. Donc ne les formez pas forcément à la même chirurgie cardiaque occidentale moderne et au cœur artificiel total, dont ils n'auront pas forcément utilité, puisque de toute façon, il n'y en a pas. Donc attention à la formation que vous délivrez. Adaptez-vous aux moyens que vous avez sur place. Il faut avoir l'état d'esprit, il faut aussi avoir un minimum d'expérience pour rattraper les choses. Parce que sinon, vous allez vous mettre en danger, et vous allez mettre en danger tout. Donc il faut y aller en étant quand même, sur le plan professionnel, déjà un peu solide. Hein. Il faut savoir dire non, ce qui n'est pas facile. Et en bref, il faut être adaptable. Voilà, je ne voudrais pas être trop long. En conclusion, aller loin comme ça, sortir de sa zone de confort, il faut aimer l'autre, il faut aimer la différence, il faut aimer se challenger, sortir de sa zone de confort. Il faut aussi savoir rester à sa place. Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes chez eux, vous êtes un invité. Donc attention au discours, attention à ce que vous dites, c'est leur hôpital, c'est leur bloc opératoire, c'est leur population, nous on est là pour aider. Donc dans la gestion humaine, etc., il faut faire attention et savoir rester à sa place. Voilà, tout est amplifié, clairement. Et on donne beaucoup, mais on reçoit également beaucoup. Voilà, je vois le temps qui passe et je crois que je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention.